On va d'abord commencer par la question qui brûle les lèvres de tout le monde. C'est quoi le glaucome, docteur Jimmy? En fait, pour être pur, on dirait plutôt on parle plutôt de les glaucomes, parce qu'il y en a plusieurs types de glaucomes. D'accord? Les glaucomes, en fait, ce que nous appelons chez nous le voleur sournois de la vue, hein, c'est une maladie du nerf optique. Hein, c'est une neuropathie optique non inflammatoire et progressive qui, tout doucement, de façon insidieuse, altère le champ visuel et détruit le nerf optique et conduit de façon inéluctable vers la cécité. Hein, c'est une maladie qui est de façon non exclusivement, mais liée à la pression intraoculaire. Donc déjà, pour dire que pression intraoculaire élevée ne veut pas forcément dire glaucome. Et il y a plusieurs types de glaucome. Néanmoins, le glaucome constitue la deuxième cause de cécité au monde actuellement. C'est une maladie euh, très connue dans le monde et qui continue la première cause de cécité irréversible et représente à peu près 15% de toutes les cécités dans le monde. Une fois de Super, plus, merci. je suis ouvert à toutes les questions, hein, si de façon interactive, il n'y a pas de souci, si vous avez des questions au cours de la présentation. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est aussi ça la mission du Club Café Santé, d'essayer de Mhm, démystifier des termes, vulgariser les termes. mhm, Et mhm. c'est un mot qu'on entend beaucoup parler justement, comme tu viens de le clarifier, le glaucome. On parle beaucoup de pression et souvent ça peut être difficile à percevoir. Et en matière de glaucome, tu nous diras peut-être tout à l'heure comment on mesure cette pression. Oui. Mais je vais déjà laisser Ophélie qui a une question. Oui, en fait, ça concerne qui exactement le glaucome? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres? Ouais, très bien. Donc, je voulais déjà parler un petit peu de d'épidémiologie. Effectivement, le glaucome, c'est une pathologie qui touche effectivement tout le monde, mais de façon importante les personnes de race noire, mélanoderme. Hein. Dans la littérature, il est connu que les personnes de race noire ont 3 à 4 fois plus de risques de faire un glaucome que les caucasiens, par exemple. Et de façon paradoxale, par exemple, en Mongolie, il y en a beaucoup moins. Mais en Afrique, par exemple, on peut avoir 1 à 8% de personnes qui présentent des glaucomes. C'est beaucoup plus développé aussi dans les Caraïbes et des zones où il y a une population mélanoderme. J'ai répondu à la question? Oui, 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 mais Oui. on sait d'où ça vient, en fait, cette particularité? Oui, voilà. Donc, il faut savoir que là, on va parler plutôt des facteurs de risque. Le glaucome on ne sait pas vraiment actuellement des origines génétiques ont été évoquées chez le glaucome parce que les antécédents familiaux sont des éléments importants de facteurs de risque. On sait par exemple que on a 3 fois plus de risques de faire un glaucome si on a des parents qui sont glaucomateux par exemple. Des gènes ont été identifiés, mais tout n'est pas encore clair dans ce domaine-là. Mais pour faire écho à la question d'Ophélie, en fait, le fait Oui. qu'on ait constaté que Mhm. en Afrique, est-ce qu'on m'entend bien en fait? Parce que je suis pas Oui, sûr oui, d'avoir. je vous entends très bien, oui, tout à fait. Mhm. Est-ce qu'on a pu identifier des facteurs prédisposants qui font qu'effectivement des hommes africains ou des femmes africaines aient plus de glaucome que les caucasiens? Est-ce que ce sont des phénomènes génétiques ou environnementaux qui C'est ce sont que j'ai prévalents? dit. Ouais, ouais. Des phénomènes génétiques, sûrement, sûrement. Socio-économiques, peut-être, parce que on sait bien qu'en Afrique, l'accès aux soins font que le diagnostic est beaucoup plus tardif. Mais phénomènes génétiques, inéluctablement. Inéluctablement. Et c'est ça la particularité de cette approche génétique, c'est que souvent dans les maladies génétiques, on va avoir une manifestation tôt dans les premières années de vie. Et dans cette notion épidémiologique, est-ce que justement les enfants sont aussi atteints que les adultes en matière de glaucome? Effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé des glaucomes.
pas du glaucome, parce qu'il y a, il y a le glaucome congénital. Il y a plusieurs types de glaucome, mais c'est vrai que quand on parle de glaucome, on parle plutôt de glaucome chronique à angle ouvert, parce qu'il représente 3 quarts des glaucomes. C'est le glaucome le plus connu, le plus fréquent. Mais il existe des glaucomes congénitaux qu'on retrouve chez les enfants, qui se manifestent souvent par des épiphoras et par des larmoiements, des photophobies et des mégalocornées. Oui, ça existe, oui, tout à fait. Mais nettement moins que le glaucome chronique à angle ouvert, qui est de loin le glaucome le plus fréquent. Et quels en sont les symptômes? Quels sont les symptômes du glaucome? Le glaucome le plus fréquent, le glaucome chronique à angle ouvert. Oui. Voilà, c'est justement ça le piège. Parce que c'est une maladie tout à fait pernicieuse, insidieuse et silencieuse. D'où, de façon systématique, traquer cette maladie lors de toute consultation, surtout après 40 ans. C'est justement ça le piège. Quand le Donc, glaucome quelqu'un se peut manifeste. être complètement asymptomatique. Ah ben, en général, le glaucome est asymptomatique. De façon tardive, on constate une baisse de la vue, surtout du champ visuel périphérique, mais il est déjà un petit peu trop tard. Les fibres nerveuses sont déjà atteintes. Mais justement, le piège de cette maladie, c'est son caractère asymptomatique. Je parle de le glaucome le plus fréquent, parce que nous avons le glaucome à angle ouvert, qui n'est pas très fréquent, qui se manifeste par des douleurs très très importantes et qui nécessite une prise en charge en urgence. Mais ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas le glaucome commun dont on parle. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Alors, docteur, vous avez parmi les symptômes, vous avez nommé la pression oculaire qui en fait serait un symptôme, mais qui ne veut pas toujours dire que la personne qui a une haute pression oculaire, par exemple, aurait un glaucome. Et là, ça me fait penser à un autre symptôme qui pourrait être la sécheresse oculaire. Est-ce que ça, c'est un facteur qui pourrait aussi prédisposer à développer un glaucome au fil du temps? Premièrement, la pression oculaire peut être, même en général, asymptomatique. Asymptomatique. Première des choses, elle se mesure. Il y a plein de gens qui pour eux, ont une pression normale, et puis quand on les mesure, ils ont une pression à 30, qui est une pression qui est très élevée. Et concernant la sécheresse oculaire est plutôt un symptôme qu'on retrouve, c'est plutôt des effets secondaires des colis qu'on prend pour le glaucome. La sécheresse oculaire en elle-même n'est pas un symptôme typique du glaucome, pas du tout. Le glaucome, il faut dire que le glaucome, c'est quelque chose qui est très souvent asymptomatique. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. Je voulais surtout insister là-dessus. De traquer cette maladie, ne pas attendre le moindre symptôme pour l'évoquer, il faut la traquer tout le temps. Surtout quand on a des facteurs de risque de l'âge, les antécédents familiaux, la myopie, le mélanoderme, et plein d'autres facteurs que je vais citer plus tard, environnementaux que je vais citer plus tard. Super, merci beaucoup. Merci pour ces précisions, effectivement, qui renvoient à l'importance du dépistage dont on va parler tout à l'heure. Mais je veux déjà saluer l'arrivée de Magloire qui s'est joint à nous et qui aura un empêchement tout à l'heure, mais je vais lui laisser l'opportunité de se présenter et faire coucou à notre cher collègue. Oui, bonjour Prévost. Bonjour à tous et à toutes. Il y a un moment que je vous ai un petit peu abandonné, vous comprenez un petit peu avec malheureusement toute la charge Covid et toutes ces prises en charge dont j'ai été fort occupé avec différentes réunions. Mais bon, quand j'ai le temps, je suis avec vous. Donc là, j'ai appris que notre cher ami Hugues Jimmy faisait un petit topo sur le glaucome. Mais salutations Hugues, j'espère que maintenant je viens de rentrer dans la réunion. Tu es en train de nous expliquer que le glaucome, il est silencieux. Donc, une petite question comme ça pour prendre connaissance, c'est de dire, est-ce qu'il faudrait mettre la prévention du glaucome un petit peu dans le dépistage de base de maladies cardiovasculaires si c'est quelque chose de très insidieux?
Et voilà, j'espère que lors de ma dernière consultation, tu m'as dit qu'il n'y avait rien et et qu'il n'y a vraiment pas de glaucome dans mon œil, hein, Hugues. Voilà, un petit coucou et salutations à tout le C'est monde. c'est justement ça. Vraiment c'est sur le point le plus important. Ça dit que c'est une maladie qu'il faut traquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une maladie qui est vraiment, elle est vraiment très insidieux. Et justement, tu as signé, tu parles vraiment du dépistage. C'est quelque chose qu'il faudrait développer. C'est vrai que sur le plan pratique, dépister le glaucome demande beaucoup plus de moyens que de prendre une tension artérielle, par exemple. C'est vrai, je suis d'accord. Il faut des appareils, il faut la logistique pour ça. Mais ça mérite un dépistage systématique, surtout chez les personnes de plus de 40 ans qui présentent des facteurs de risque. C'est vraiment primordial pour moi, pour répondre à ta question. Il faut savoir qu'en 2020, il y a environ 80 millions, environ 80 millions de patients glaucomateux, dont les trois quarts présentent un glaucome à angle ouvert. Donc vraiment, c'est un problème de santé publique. Ok, Et, merci, et la cécité, on évalue à peu près la cécité liée au glaucome en 2020, à peu près, concernerait à peu près 6 millions de personnes. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ok, merci beaucoup, Ne pas Hugues. oublier que l'incidence du glaucome à peu près est de, grosso modo, de 0,3% par an, selon les études américaines. Donc c'est une préoccupation majeure de santé publique dans les années à venir, surtout avec le vieillissement de la population. Y a-t-il un rapport entre la pression oculaire et la pression artérielle? Et si oui, lequel? Je m'attendais à cette question, les patients me posent tout le temps cette question. Effectivement, en fait, la question est de savoir si l'hypertension artérielle est un facteur de risque de glaucome. Grosso modo, c'est ce que vous voulez savoir, c'est ça? Oui. Et Oui, inversement. effectivement. Oui, c'est une question qui revient très souvent. Disons que ça agit indirectement. J'ai parlé tout à l'heure des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont innés, qui sont pas, qu'on ne peut pas traiter, l'âge, l'ethnie, les facteurs les antécédents familiaux et tout, etc. Il y a d'autres facteurs de risque sur lesquels on peut intervenir. Donc, tout ce qui concerne l'hypoperfusion artérielle, l'hypoperfusion du nerf optique. L'hypertension artérielle agit par le biais de l'augmentation des résistances vasculaires, parce que ça diminue le flux de perfusion du nerf optique. Donc, l'hypertension artérielle agit par le biais de l'athérosclérose et tout ce qui entraîne des rigidités artérielles et qui diminue la perfusion du nerf optique artériel. Mais il n'y a pas de lien direct entre l'hypertension en tant que telle et le glaucome. Mais l'hypertension, puisque l'hypertension joue sur les résistances, augmente les résistances vasculaires, ainsi diminue la perfusion du nerf optique, donc favorise le glaucome. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, tout à fait. Oui. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un chez qui on trouve un glaucome a plus de facteurs de risque d'être hypertendu plus tard? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Par contre, ce qui a été prouvé récemment, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Et quel est le lien avec le symptôme? Il a été prouvé que voilà, ceux qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil ont souvent une hypoperfusion vasculaire du nerf optique pendant la nuit, pendant qu'ils dorment. Et cette hypoperfusion donc peut entraîner donc une hypertension oculaire, donc favoriser le glaucome. Donc, actuellement, dans le bilan du glaucome, la recherche de SAS fait partie justement du panel étiologique. Merci beaucoup pour cette précision. Je n'avais jamais entendu parler de lien avec le syndrome d'apnée du sommeil. Oui, tout à fait, c'est tout à fait récent. Oui. Bon, il y a plein de facteurs. Je parlais par exemple des pesticides, c'est tout à fait récent aussi. Ceux qui travaillent dans l'agriculture et qui utilisent beaucoup de pesticides, on a constaté qu'effectivement, qu'ils sont plus enclins à faire du glaucome, par exemple. Il y a William qui avait une question. Oui, je voulais être sûr d'avoir bien saisi la chose. Donc, Oui, en fait, oui.
même si ça semble contre-intuitif, il nous faut bien dissocier pression intraoculaire et pression artérielle. Exactement, c'est ce que j'ai signalé au début. La pression intraoculaire, en fait, n'est qu'un élément du glaucome. Le diagnostic du glaucome est basé sur 4 points importants. Premièrement, la pression artérielle, parce que c'est l'élément sur lequel on agit pour le traitement. L'examen, pas l'examen du nerf optique de la papille, qui est la zone d'émergence du nerf optique au niveau de l'œil. L'examen de l'angle iridocornéen par la gonioscopie, le champ visuel. Donc, la pression intraoculaire n'est qu'un élément pour pouvoir poser le diagnostic du glaucome. Ce n'est pas la pression intraoculaire. J'ai plein de patients qui ont une hypertension oculaire, mais qui n'ont pas de glaucome, par exemple. Il y a une autre chose qui m'a interpellé dans la présentation initiale, c'était le terme évolution inéluctable vers la cécité. Oui, tout à fait. Parce que quand j'entends ce terme-là, je me dis, mais du coup, quel est l'intérêt d'une prévention ou même d'une identification précoce si de toute manière, ça n'est que l'annonce d'une décrépitude à venir. Tout à fait. C'est pour ça que ceux qui ont dans leur entourage des gens qui prennent du moins des glaucomateux, vous diront qu'ils prennent des traitements qu'ils prennent à vie. Et d'où l'intérêt justement du dépistage. Parce que plus tôt on détecte un glaucome, plus tôt on freine l'apoptose, la mort des cellules du nerf optique. Donc, en d'autres termes, le glaucome, on n'en guérit pas, pour être clair. Voilà qui est clair, oui. Voilà, pour être clair, le glaucome, on n'en guérit pas. On stoppe, on maîtrise, on arrête. Mais on ne guérit pas, puisque les fibres optiques qui sont mortes sont mortes. Et ça renvoie d'ailleurs à la question que je voulais te poser, c'est de savoir, dans les patients qui consultent, parce qu'il y a, comme tu l'as bien mentionné, une grande proportion qui ne viennent pas en amont, comment est la présentation clinique de ce que tu vois qui arrive? Est-ce que c'est une perte d'un œil brutalement, de vision, ou est-ce que c'est un œil douloureux qui fait mal? Quelle est la... Le glaucome en général, c'est le glaucome chronique, hein, le glaucome plus fréquent. C'est une maladie qui est bilatérale, en général asymétrique. En général. Donc, en fait, dans la majorité des cas, le diagnostic du glaucome est posé de façon fortuite. Parce que, voilà, dans leur entourage, ils ont des parents qui sont glaucomateux, ils veulent savoir. Parce que, ben voilà, ils ont une baisse de la vue, ils ont des symptômes, mais qui n'évoquent pas, du moins pour eux, ce n'est pas le glaucome, quoi. D'où la nécessité de traquer cette maladie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et est-ce qu'à un moment donné, ça fait mal? Parce que souvent, en matière de médecine, il y a des choses comme le sang qui alerte les gens, la douleur. Non, justement, c'est justement parce que le glaucome, en fait, finalement, est méconnu dans le public. Parce qu'il y a des gens qui ont des hémorragies sous-conjonctivales et qui pensent que, voilà, j'ai un glaucome. Non, en fait, ils n'ont rien du tout. En dehors du glaucome à angle fermé, qui est douloureux, qui est très symptomatique, qui parle beaucoup, sur le plan symptomatique, le glaucome le plus fréquent que nous connaissons, le glaucome est pernicieux, il est asymptomatique. Hein. Quand le glaucome parle, je vais dire qu'il est un peu déjà trop tard. Hein. On perd la vue, on ne voit plus quand on conduit, on ne voit plus les gens à côté de soi. Là, c'est déjà un stade très évolué. Sinon, le glaucome, il faut retenir que le glaucome chronique à angle ouvert est silencieux. Donc, il faut le traquer. Et moi, j'ai une petite question de l'audience d'une personne qui a eu dans sa famille, sa grand-mère a eu une cataracte et elle a les yeux bleus assez sensibles. Est-ce qu'elle devrait faire un peu plus attention du coup, enfin peut-être mettre en place une prévention, des rendez-vous récurrents pour être sûr que tout soit OK pour elle? Bah, là, je ne sais plus si on parle du glaucome. Bah, c'est une personne qui a été opérée de la cataracte, c'est ça? Sa grand-mère a eu la cataracte, mais est-ce que ça peut potentiellement se transformer en glaucome par la du suite? tout. Est-ce qu'elle doit faire attention de son côté? Mais non, je veux dire, à son âge, on sait déjà, l'âge est un facteur de risque de glaucome. Parce qu'on sait que avec l'âge, on perd en fibre nerveuse. C'est classique. Elle doit consulter comme d'habitude, mais ce n'est pas parce qu'on se fait opérer de la cataracte qu'on est exposé au glaucome. Pas du tout. D'accord.
surtout si c'est une cataracte qui s'est très bien passée. Effectivement, il existe des glaucomes secondaires, ce qu'on appelle des glaucomes phacolytiques, qui sont secondaires à des opérations de cataracte qui se sont mal passées. Mais si c'est une cataracte qui s'est bien passée, non, il n'y a aucun lien avec le glaucome. Je veux dire, c'est pas parce qu'on s'est fait opérer la cataracte qu'on est exposé au glaucome. Pas du tout. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Juste comme on parle de cataracte, est-ce que tu veux juste clarifier pour ceux qui sont moins familiers la partie de l'œil que la cataracte va atteindre pour mettre en perspective par rapport au glaucome? Déjà, quand je disais que le glaucome, c'est la deuxième cause de cécité au monde, la première cause, c'est la cataracte. Mais au moins, j'ai dit après que le glaucome, c'était la première cause de cécité irréversible. Parce que la cataracte, ben, ça s'opère, ça se guérit. Donc la cataracte, c'est le cristallin hein, qui s'opacifie, en général dû à l'âge, hein, l'opacité du cristallin. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo. Le cristallin se trouve au niveau de la partie du segment antérieur de l'œil. Et le glaucome, l'hyperpression oculaire, c'est le liquide dans l'œil qu'on appelle l'humeur aqueuse qui soit est produit en excès, soit se résorbe mal. C'est une histoire d'entrée et sortie. Donc, le cristallin, on peut les situer, mais le glaucome, c'est question de flux, c'est quelque chose qui est dynamique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, absolument. C'était vraiment pour clarifier par rapport à Mhm. que bien que les deux touchent une partie différente de l'œil, les conséquences sur la cécité, c'est la fragilité du nerf optique qui subit les à-coups. Des à-coups, surtout pour le glaucome. Pour le cristallin, la cataracte, elle est réversible. Hein. Si la cataracte est bien opérée, ben, on récupère la vue. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont le glaucome et la cataracte. Ça, il y en a toujours. Et ça, c'est un point important que tu soulèves, c'est-à-dire que la présence d'une affection n'empêche pas qu'on peut développer l'autre et ne doit pas permettre de se rassurer à tort, par exemple après un traitement efficace de la C'est clair, cataracte parce que qu'on sur le arrête plan le suivi. pathogénique, c'est deux choses différentes. Déjà, bah, c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein, des gens qui viennent plutôt parce qu'ils ont une cataracte et qui découvrent après qu'au lors de la consultation, qu'ils n'ont pas seulement une cataracte, ils ont un glaucome aussi, qui est peut-être insidieux, mais qui est présent. Oui, il y en a aussi qui pensent que leur baisse de vue est due à la cataracte, mais en fait elle est beaucoup plus due au glaucome que la cataracte. Il y en a pas mal dans ces cas-là aussi. Est-ce que est-ce qu'on pourrait employer une analogie dans l'idée d'être pédagogique pour des gens qui ne sont pas des spécialistes entre la cataracte, c'est la lentille enfin, d'un appareil photo ou l'objectif d'un appareil photo et le glaucome, c'est plutôt quelque chose qui va toucher le capteur. Ça parle, une analogie comme ça, ou c'est pas parlant? Pour la cataracte, oui, parce que le cristallin, c'est une lentille, hein, c'est une lentille biconvexe. Donc, effectivement, la cataracte, c'est la lentille de l'œil qui se pacifie. C'est ce que je présente aux patients, ça c'est sûr. Et le glaucome, c'est une hyper, de façon imagée, hein, c'est le nerf optique qui se meurt, qui est détruit parce qu'il y a une hyperpression dans l'œil. Dans le nerf optique, les fibres nerveuses finissent par mourir. Et puis après, quand le nerf optique est foutu, ben, on ne voit plus rien. C'est un peu comme ça, quoi. Excusez-moi, docteur, vous avez parlé du glaucome comme étant une pathologie insidieuse Oui. euh, qui n'a pas très souvent de symptômes, Mhm. mais je sais quand même qu'en Afrique, très souvent, la prévention n'est pas Exact. quelque chose qui est très, très avancé. Oui. Très souvent, les médecins vont rencontrer des gens au moment de l'urgence. Oui. Mhm. Donc, je suis intéressé par le glaucome aigu par fermeture de l'angle, qui est Oui, généralement l'urgence que le médecin généraliste va rencontrer. Et quels exactement. sont donc les éléments qui vont faire en sorte que le médecin généraliste qui reçoit quelqu'un pense à un glaucome aigu par fermeture de l'angle et quelle est la prise en charge en urgence avant Ok, de voir comment d'accord. orienter vers un D'accord. ophtalmologiste. Voilà. Pour même compléter votre question, je parle aussi du glaucome congénital, qui est aussi un glaucome bruyant. Parce que j'ai été très touché en Afrique de voir des enfants qui perdent la vue parce qu'ils ont un glaucome congénital qui n'a pas été diagnostiqué à temps. Donc, en plus du glaucome par fermeture de l'angle, je parle aussi du glaucome congénital qui touche des enfants de 2, 3, 4 ans, et qui se manifeste souvent par l'épiphorie, des enfants qui pleurent, du moins qui ont des larmoiements en liquide clair des deux yeux fréquents, qui sont très gênés par la lumière,
et qui ont bon, on dit en Afrique qu'ils ont des gros yeux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la cornée qui est beaucoup plus large. Et là, ça doit interpeller. Là, c'est le glaucome congénital. Maintenant, on peut revenir au glaucome par fermeture de l'angle. C'est un glaucome, effectivement, qui est sur le plan symptomatique très bruyant. C'est des douleurs très, très importantes parce qu'il y a des gens, parce qu'ils présentent des tensions oculaires qui atteignent souvent 50. Donc, vous vous rendez compte. Donc, l'œil est dans une hyperpression importante. Les gens ont très, très mal. Ça fait très, très mal. L'œil est rouge. La vue baisse. Ils peuvent même avoir des malaises à cause de cette douleur qui est très importante. Et la prise en charge, c'est une prise en charge en urgence. En urgence. La priorité est de baisser la tension de l'œil. Et pour baisser la tension de l'œil, bon, vous m'obligez à passer directement au volet thérapeutique. Donc, pour baisser la tension de l'œil, il faut utiliser surtout des médicaments, des inhibiteurs d'anhydrase carbonique. Par exemple, le Diavox, par exemple, pour tout dire. Hein, il faut tout faire pour que la tension puisse descendre. Et quand la tension baisse, les gens ont moins mal. Mais là, ce traitement symptomatique, ce n'est pas fini. Après, il faut faire le traitement de fond qui est un traitement basé sur le laser, en faisant des trous au niveau de l'iris pour shunter le passage de l'humeur aqueuse. Allô? Oui, merci. C'est Oui. important, effectivement, la question de traitement. Mais il y a une question qu'on voulait aussi aborder, c'est comment le diagnostic en tant que tel, vous Oui. allez utiliser, parce qu'on imagine un brassard pour l'œil. Oui, justement. Donc, voilà, on a parlé un petit peu d'épidémiologie. Bon, c'est vrai qu'on peut parler de la clinique, hein, du diagnostic. Premièrement, effectivement, il faut, à l'interrogatoire, rechercher les facteurs de risque que j'ai signés tout à l'heure. Et dans les facteurs de risque innés, donc je répète, les antécédents familiaux, la myopie, la race, des facteurs vasculaires, surtout l'hypertension diastolique, des hypotensions nocturnes, les facteurs environnementaux, hein, le tabac par exemple, la profession, même des facteurs alimentaires, hein, parce que on a pu se rendre compte que un petit peu comme dans la pathologie cardiovasculaire, les acides gras insaturés, les oméga 3 font toujours du bien pour la tension oculaire. Et donc après, l'examen clinique est basé sur la prise de la tension oculaire. C'est l'élément important. On peut le prendre par l'aplanation, c'est-à-dire qu'on met des gouttes au niveau de l'œil pour anesthésier un petit peu la cornée. Et à la lampe à fente, on a une petite coupole qu'on pose sur la cornée et qui permet de mesurer la tension oculaire. On peut le faire de cette manière, ou on peut le faire aussi de manière actuellement un petit peu moderne, par les jets d'air. Vous l'avez sûrement connu chez l'ophtalmo, où vous recevez un jet d'air au niveau de l'œil qui permet d'avoir une idée sur la tension oculaire. Et ensuite, l'examen du fond d'œil, parce qu'il faut examiner cette papille sur nerf optique pour rechercher ce qu'on appelle l'excavation papillaire. Parce que c'est un signe important du glaucome. Quand on a un glaucome, le glaucome est d'autant plus évolué que l'excavation est importante. L'excavation papillaire est un signe indirect, justement, de la souffrance du nerf optique à l'examen clinique. Et après, il faut réaliser ce qu'on appelle une gonioscopie. La gonioscopie, c'est un examen de l'angle irido-cornéen. Vous savez que l'humeur aqueuse se draine dans le trabéculum. En fait, c'est comme si, il faut imaginer que l'œil produit un liquide d'humeur aqueuse, les corps ciliaires produisent l'humeur aqueuse, et qui se draine dans une rigole qu'on appelle le trabéculum et le canal de Schirm. Donc, il faut voir si cette rigole est bouchée ou pas, par ce qu'on appelle une gonioscopie. Et après, il faut évaluer le retentissement fonctionnel de l'œil par un champ visuel, pour voir si, effectivement, si le glaucome a évolué, le champ visuel est d'autant plus altéré. Et donc, c'est tous ces éléments qui permettent de poser ou pas un diagnostic de glaucome. Mais quelquefois, ce n'est pas si facile. On est obligé de voir les patients plusieurs fois
pour pouvoir, parce que c'est quand même un diagnostic, poser ce diagnostic, ça entraîne des conséquences importantes dans la vie des gens. Donc, il faut pas, je veux dire, ce n'est pas des diagnostics qui se posent à la légère, en quelque sorte. Donc, quelquefois, on est obligé de revoir les patients, de faire d'autres examens, qu'on appelle des OCT, par exemple, des tomographies, qui sont des éléments qui deviennent incontournables pour le glaucome, et même faire des courbes tensionnelles diurnes, c'est-à-dire obligé de voir des patients plusieurs fois dans la journée, prendre la tension oculaire plusieurs fois dans la journée pour pouvoir avoir une idée un petit peu de l'évolution de la tension oculaire dans la journée, pour pouvoir, qui puisse nous aider à poser ce diagnostic. Donc, c'est vraiment des examens qui sont hyper intéressants et, comme tu l'as mentionné au début, pas forcément accessibles. Et l'une des questions qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est l'ophtalmologue ou ça peut être fait par un opticien ou un orthoptiste? Non, justement, c'est ça le piège, justement, parce que c'est justement pour ça que les ophtalmos ne sont contre le fait de dire que ben voilà, il suffit d'aller chez l'opticien pour renouveler ses lunettes. Ben justement, on passe à côté de ces choses-là. Il n'y a que l'ophtalmo qui est capable de rechercher un glaucome. Et justement, comme c'est une maladie insidieuse, j'en ai eu dans ma patientèle qui ont passé du temps à aller renouveler chez l'opticien, mais qui présentaient un glaucome sans s'en rendre compte. Et justement, quand ils sont venus, ben, la vue, ils étaient à 7 sur 10. Parce que, ben, voilà, on renouvelait des lunettes sans rechercher cette maladie-là. Donc, non, c'est l'ophtalmo qui est capable de traquer cette maladie. J'ai une question sur le plan du suivi des patients, enfin, ou même antérieurement. Compte tenu du fait que c'est une maladie à bas bruit, apparemment sous-diagnostiquée, sous-identifiée en tout cas, ou alors lorsqu'elle est déjà à un stade très avancé, est-ce que dans la position d'ophtalmologue, on recommanderait aux médecins de première ligne de référer au moins les patients qui ont des anamnèses avec des antécédents familiaux de glaucome? Quels seraient les éléments qui devraient être pour un médecin de première ligne des voyants rouges disant tiens, il faudrait peut-être que j'envoie ce patient ou cette patiente chez l'ophtalmo? Très bien. Déjà, en général, les médecins sont très consciencieux. Ils savent déjà que quand un patient vient les voir à 45 ans en disant que ben voilà, je veux juste des lunettes pour lire, les médecins leur disent non, allez voir votre ophtalmo parce qu'il n'y a pas que des lunettes. À votre âge, il faut chercher autre chose. Ça, c'est une chose. Et en plus de ça, il y a des médecins de famille qui savent que ben, dans ces familles, c'est une famille de glaucomateux, ben, ils orientent systématiquement ces patients vers un ophtalmo. Mais déjà, il faut savoir que, de façon systématique, à partir de 40-45 ans, ben, il faut consulter. Déjà, je parle du glaucome le plus fréquent, parce qu'on ne parle pas du glaucome juvénile, du glaucome congénital. Pour le glaucome à angle ouvert, donc à l'âge de la presbytie, dans 40, 42, 43, il faut à tout prix voir un ophtalmo. Même si on a l'impression qu'on voit très bien. Ophélie, on est encore loin, nous. Oui, Ophélie, on est encore loin, nous. Je me disais, moi je suis en Suisse, et les recommandations que j'ai vues passer, en tout cas pour la médecine de premier recours, j'ai jamais lu une recommandation de ce type. Donc c'est pour ça que je me dis, tiens, y a-t-il des pays où effectivement c'est déjà une pratique systématique? Hop, j'ai un patient, quarantaine d'années, je le réfère à un moment ou à un autre à un ophtalmo. Il y a des endroits où c'est déjà un peu comme ça? Oui, non, en fait, oui, les médecins, du moins, les médecins généralistes, quand un patient a 40-45 ans demande un examen de la vue, il les envoie systématiquement chez Oui, mais l'ophtalmo. c'était le sens de ma question. C'était avant la demande. Parce que justement, si j'ai bien Avant compris, la demande, oui. Ah oui, d'accord. C'est pas quelqu'un qui dit tiens, j'ai un problème de vue, ça j'imagine bien qu'on réfère, mais avant la demande, avant que le patient soit dans la plainte ou dans la réclamation. Oui, dans des familles de glaucomateux, oui. Je veux dire, un médecin de famille qui sait que ce patient a des antécédents, surtout de premier degré de glaucome, ou des patients qui ont perdu la vue, ben, il demande normalement, il doit demander au patient de consulter un ophtalmo, effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un âge le plus jeune? Est-ce que c'est la trentaine ou je parle surtout du glaucome le plus fréquent, le glaucome Oui. à angle ouvert. Ouais. On fixe l'âge à la quarantaine, 40-38 ans. Pour des patients qui n'ont pas d'antécédents, je dis bien. Si effectivement, si on a les deux parents qui sont tombés aveugles, qui sont devenus aveugles à cause du glaucome, effectivement,
très tôt, il faut se faire examiner, effectivement. Hein, si on a des facteurs de risque, effectivement, si on est myope de -6 et qu'on a des patients en plus qui sont glaucomatés, effectivement, dès l'adolescence, il faut se faire consulter pour être sûr qu'on n'en a pas. Je parle bien des cas où des patients qui ont, en quelque sorte, qui n'ont aucun élément qui puisse évoquer le glaucome. À 40 ans, à tout prix, il faut qu'ils consultent. Et dans le cas justement des antécédents familiaux, vu qu'il y a des familles où Oui, la prévalence est importante, oui. un test normal à un temps donné, est-ce que ça justifie un contrôle dans un intervalle comme on fait pour le dépistage du cancer colorectal où on veut pas Effectivement, que ce soit trop loin? j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des patients que je suis qui ont une hypertension mais qui n'ont pas de glaucome. C'est des patients qu'on suit de façon régulière. Mais c'est vrai qu'il y a un problème réel, c'est l'accès aux soins. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les ophtalmos ont des délais souvent très importants et c'est pas si évident avec le vieillissement de la population médicale. Quelquefois, c'est souvent plus difficile de avoir accès rapidement à un ophtalmo. Moi, par exemple, j'ai 6 mois de délai. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un problème, c'est une réalité. Et ça n'arrange pas les choses. Et dans ce problème d'accès, le virtuel n'aide pas parce que là, tu nous as parlé de techniques de mesure. Oui, oui, oui. Il faut être vraiment en présentiel. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça le talon d'Achille de notre métier. C'est vrai qu'actuellement, en ce qui concerne le glaucome, je vais dire, hein, parce qu'en chirurgie réfractive, il y a autre chose. En ce qui concerne le glaucome, sur le plan d'intelligence artificielle, nous n'avons pas encore d'éléments qui puissent nous permettre de screener, hein, de détecter le glaucome chez soi. Du moment où on se donne des nouvelles technologies. C'est vraiment quelque chose il faut du présentiel. Allô? Oui, allô? Oui, c'est ma gloire, hein. Je vais Oui, malheureusement, oui, je vais malheureusement vous quitter. Merci, oui, Hugues, pour, oui, oui, sans pour problème. pour toutes ces interventions. Mais il y a une chose, hein, le Oui, collègue suisse disait tantôt que sa question était un petit peu orientée au niveau santé publique. oui, Parce que oui. le problème du suivi du spécialiste dans son cabinet ou autre, oui, certainement que quand il y a un souci, il y a un problème, il y a une symptomatologie ophtalmologique, les Oui, médecins vont directement référer. oui, Mais oui, pour une maladie insidieuse, comme tu le oui, décris, et qui oui, peut conduire inéluctablement à la oui, perte de vue, à la je cécité, pense oui. que il faudrait que les ophtalmologues, qu'il y ait vraiment ce groupe d'ophtalmologues qui essaient de lutter un petit peu pour qu'il y ait une politique de santé publique, comme Mhm. dans le dépistage de certaines maladies. Parce que Oui, voilà, c'est si vrai. les gens doivent arriver seulement parce que le médecin Oui, traitant oui, connaît les c'est vrai. antécédents, C'est vrai. il sait certains C'est vrai. symptômes, je C'est pense vrai. qu'il y a une C'est bonne vrai. partie de la population qui passe à Oui, côté c'est de vrai. prise en charge Mais, de côté ophtalmologique. mais nous sommes. Donc, C'est vrai. vraiment, pour être pratico-pratique, c'est Oui, plutôt cette politique-là il oui. faudrait, nous, en Belgique, cette Mais politique-là, malheureusement, mais on est confronté, on travaille à ce mais on est. qu'il y ait d'abord il travaille à ce qu'il y ait d'abord un pool suffisant d'ophtalmologues pour essayer de court-circuiter ces délais qui sont assez longs et Oui, oui, pour tout à fait. mettre après sur pied cette politique-là de dépistage comme un cancer de la prostate, comme un cancer de Tu côlon, as tout à comme fait raison. Prévost disait tantôt, pour Tu as tout à fait pouvoir raison. vraiment essayer que la majorité de la population Mhm. soit vraiment prise en charge. Mhm. Et puis, parce que nous, au niveau, par exemple, urgence, quand des gens arrivent pour des troubles de la vue avec un certain âge, je dis non seulement on peut penser à des AVC, mais secondairement, quand on les envoie chez l'ophtalmologue pour, euh, pour dénicher, voir s'il y a autre chose, oui, souvent, ils nous reviennent, oui, il y a un glaucome, ou alors ils voient, c'est l'ophtalmologue qui va voir la tumeur derrière la Oui, tête et renvoyer les patients au niveau tout à fait. urgence pour faire le bilan de tumeur. Donc, je Tout à pense fait. il y a il y a un gros gouffre dans cette prise en charge pour une maladie qui peut vraiment être comme ça débilitante. Voilà, je Mhm. voulais juste que tu nous dises un petit peu si du côté des ophtalmologues, vous essayez de mettre sur pied avec les gouvernements cette prise en charge précoce et cette prévention-là. Tout Après à ça, fait. je t'écoute Oui. et puis je vais En fait, malheureusement vous oui, quitter et bonne tout à suite pour fait. la réunion. J'aime bien cette question. En fait, ça pose la question de la démographie médicale, la démographie de l'ophtalmologiste. C'est vrai qu'en France, par exemple, les ophtalmos, pour pouvoir un petit peu, euh, je dirais pas régler, pour pouvoir un petit peu soulager la population, nous avons créé le conseil de délégation des tâches pour pouvoir réduire les délais
des délais de rendez-vous chez les ophtalmos. Ça marche, c'est vrai, mais c'est pas encore top, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, il y a des exigences économiques. Voilà, de l'autre côté, ben, on pousse les gens à aller voir un opticien pour renouveler les lunettes, par exemple. Bon, ça arrange tout le monde, c'est vrai. Ça arrange sur le plan économique, ça arrange pour réduire les délais. Mais le risque à côté, justement, c'est de passer à côté de toutes ces pathologies-là, dont le glaucome. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que nous avons intérêt vraiment à continuer à sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité justement de faire que la formation médicale soit beaucoup plus, de diminuer l'effet entonnoir, la formation médicale pour qu'il y ait de plus en plus d'ophtalmos pour pouvoir répondre aux besoins de la population et ainsi donc répondre à ta demande. C'est vrai. Mais Est-ce que ça passerait, par exemple, par une scission du côté chirurgical versus médical, comme l'ont fait les gynéco-obstétriciens dans certains pays, où, c'est-à-dire, où la gynéco est parfois séparée de l'obstétrique, avec d'un côté une approche plutôt médicale sans acte chirurgical. Donc, il y aurait peut-être un volet d'ophtalmo qui serait plus dédié au diagnostic et d'autres plus thérapeutiques. ça se fait déjà en pratique, tu sais, ça se fait déjà en pratique. Il y a une grosse population d'ophtalmologistes qui ne font que la médecine, hein. En pratique, ça se fait déjà. Il y a plein de correspondants. Il y a des personnes qui font pratiquement que de la chirurgie. Il y en a qui font que de la médecine. Et souvent même, les gens de la vie avec l'âge font que ben, les gens ne peuvent plus voilà, travailler sous microscope, ne peuvent plus opérer. Non, en pratique, ça se fait déjà. Il y a des ophtalmos qui sont que des médicaux, hein. Ça se fait. Je rebondis un peu sur ce que disait Magloire. Merci d'ailleurs d'avoir un peu éclairé ma perspective, Magloire. Parce que je me demandais s'il y avait en France, en tout cas chez les ophtalmologues, des initiatives similaires à celles qu'on a pu voir en diabétologie ou tout ce qui est syndrome métabolique, c'est-à-dire éventuellement, je pense à des campagnes qui ont été faites en Suisse avec des bus où les gens pouvaient rentrer sans autre et faire tester leur HbA1c, enfin leur taux de... donc éventuellement évaluer un pré-risque ou un début de risque diabétique. Est-ce qu'il y aurait des choses du même ordre avec simplement mesure de la tension intraoculaire? Voilà, c'est très développé sur le volet rétinopathie diabétique, où vraiment on est très avancé là-dessus, le dépistage en itinéraire et tout ça. Mais par contre, sur le glaucome, c'est pas très développé déjà parce que le dépistage du tout venant pour le glaucome est beaucoup plus difficile, demande beaucoup plus de moyens. Et aussi le piège de la tension oculaire seule, justement, n'est pas seul l'élément qui permet de dire si on est un glaucome ou pas. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'on a pris une tension oculaire à quelqu'un qu'on pourra lui dire, ben non, vous êtes glaucomateux, vous n'êtes pas glaucomateux. Je n'allais pas jusque-là. Je me demandais simplement si, de toute façon, comme elle était le signe d'une condition péjorée, est-ce que de toute manière, quand on a une personne avec une tension intraoculaire, de toute manière, c'est pas bon dans tous les cas, quel qu'en soit le motif, la cause. Oui. C'était à ça que je pensais. Je me disais, est-ce qu'au fond, on pourrait pas... ce genre d'initiative, ça a du sens. En tout cas, en France, c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, en France, le dépistage rétinopathie diabétique est beaucoup plus développé que le dépistage du glaucome. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais le dépistage de rétinopathie est développé parce qu'il y a une prévention cardiovasculaire. Et comme le diabète fait partie de la maladie cardiovasculaire, il y a tout un processus qui est déjà mis sur pied. Donc, c'est pareil que je dis. C'est pour ça que je disais, dans ce contexte où la prévention de toutes les maladies cardiovasculaires, dont certaines peuvent amener au glaucome, éventuellement, en disant, je dis, en discutant et en vous mettant ensemble, en disant, oui, mais bon, il n'y a pas que le cardiovasculaire ou directement les rétinopathies diabétiques. Vous, d'emblée, vous allez être interrogé, mais dans le glaucome, moins. Or, il y a cette partie où le vasculaire peut intervenir au niveau de la rétine et diminuer le flux. Et c'est pour ça qu'il y a ce facteur favorisant de l'hypertension, des problèmes d'artérosclérose qui peuvent agir aussi. Mais au-delà de ça, il faudrait que vous aussi, vous mettez le point en disant, oui, il faudrait mettre ce dépistage peut-être au début. Et ce n'est que les ophtalmologues qui peuvent, au niveau santé publique, essayer de pousser un peu plus en sortant des maladies qui vont rendre les gens aveugles en disant, OK, il faudrait quand même checker dessus. Parce que souvent, malheureusement, quand il n'y a pas cette politique de dépistage, on va y arriver quand les gens
sont aveugles ou s'ils ont la chance d'avoir un médecin traitant ou un ophtalmologue qui les suit. C'est ça, en fait, le nœud de la guerre. Hein. Il faut franchement qu'il y ait ce côté-là. Parce que s'il faut attendre 6 mois, ou alors qu'un généraliste dise oui, mais oui, celui-là, peut-être il a une famille pour envoyer. Vous voyez la perte de chance qu'il y a derrière. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai que le dépistage rétinopathie diabétique est beaucoup plus développé et beaucoup plus facile à faire. C'est vrai que le dépistage du glaucome en tout venant, je veux dire, de façon systématique. Ça, je suis d'accord avec toi, Magloire. Ça, c'est vrai. Compte Et tenu il de faut ma double beaucoup. casquette, je vais me permettre de proposer juste une suggestion éventuelle. Hein. Oui, Peut-être éventuellement essayer le levier de l'industrie pharmaceutique. Parce que Magloire a raison de dire que les rétinopathies diabétiques, c'est parce que le cardiovasculaire, il y a beaucoup de prévention autour du cardiovasculaire. Et pour ce que j'ai pu en observer dans ma carrière, c'est souvent quand même énormément financé, hein, je parle en tout cas de ce genre d'initiative, par les industries pharma. Donc c'est à voir dans quelle mesure éventuellement ça peut être un levier. ouais, ouais. C'est vrai que pour la rétinopathie Exactement. diabétique, une rétinophoto, un rétinographe suffit. Mais pour dépister un glaucome, une prise de tension ne suffit pas, même si c'est un élément en plus. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que le dépistage de la rétinopathie diabétique est vraiment beaucoup plus développé, beaucoup plus connu, hein, beaucoup plus développé que le dépistage du glaucome. C'est vrai. Et derrière, En public. il y a finalement aussi la question des traitements qui sont proposés. Est-ce que, après le dépistage, les molécules proposées ont une grande force pharmaceutique dans le contexte où est-ce que par Le- rapport au diabète, où on sait que le poids de la pharmaceutique en termes de traitement du diabète est énorme, est-ce que après le dépistage, tu vas nous parler de traitement, tu en as déjà touché oui, un mot tout à l'heure, mais est-ce que en termes de dépistage, il y a des choses à faire tout de oui, suite, effectivement. immédiatement? En termes du traitement, tu veux dire? Oui, 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 après avoir dépisté Oui, quelqu'un oui, qui a oui, un stade tout à fait, léger, par tout à fait. exemple. Oui, oui, tout à fait. Le traitement du glaucome est basé sur trois axes. Il y a le traitement médicamenteux, le traitement physique, hein, basé sur le laser, et le traitement chirurgical. Le glaucome se maîtrise très très bien. Nous avons un panel thérapeutique suffisant, très efficace pour maîtriser le glaucome. Le plus important, c'est de diagnostiquer tôt. Les médicaments sont à base de bêta-bloquants, des antagonistes de la prostaglandine, des alpha-agonistes, qui ont pour principe soit de diminuer la sécrétion de l'humeur aqueuse au niveau des corps ciliaires, soit d'augmenter la résorption de l'humeur aqueuse au niveau du trabeculum et tout ça, dans le but de baisser la pression oculaire. Donc tous les médicaments ont pour but de baisser la pression oculaire, ainsi diminuer l'évolution du glaucome ou stopper le glaucome. Quand ces médicaments ne suffisent pas, on passe à une étape supérieure basée sur les lasers, hein, qui ont pour but tout simplement de forcer un petit peu la résorption du l'humeur aqueuse en créant quelque sorte de trous ou en élargissant les mailles du trabeculum pour que le liquide puisse se résorber plus facilement. En quelque sorte, pour que la rigole puisse se drainer rapidement et ainsi diminuer la tension dans l'œil. Et la dernière étape, c'est le traitement chirurgical qui consiste donc effectivement à agir donc sur les voies de résorption, sur le trabéculum, pour pouvoir accélérer le drainage du liquide. Ça peut se faire soit par bistouri, soit par laser, soit même par des cryo, par du froid, en faisant des cryo-applications sur le corps ciliaire pour en quelque sorte griller les zones qui sécrètent l'humeur aqueuse. Donc il y a plusieurs moyens thérapeutiques qui sont très efficaces, mais le plus important, c'est de les détecter tôt et d'y remédier le plus rapidement possible. Évidemment, tous ces traitements, comme partout, ont des effets indésirables. Hein. Il faut bien maîtriser les effets indésirables. Il y a des effets, comme la dame tout à l'heure a parlé de sécheresse oculaire. L'un des problèmes du médicament du glaucome, c'est la sécheresse oculaire. Hein, des gens ont des yeux qui sont rouges, ça pique, ça brûle. C'est même un élément du mauvais observance thérapeutique. Donc, il faut en tenir compte pour pouvoir mieux adapter le traitement en fonction des patients. J'ai des patients qui, à cause des effets secondaires, je suis obligé de passer directement au laser. Parce qu'ils ne prennent pas de gouttes, parce qu'ils ne supportent pas les effets secondaires. Donc, c'est un traitement au cas par cas. Et c'est même une éducation. C'est comme dans le diabète, c'est une éducation du patient pour ce traitement à vie. Donc, il doit apprendre à vivre avec son glaucome.
Merci Hugues. Le collègue suisse parlait de films pharmaceutiques. Je pense que comme le Diamox, hein, en collyre fait partie du traitement. Et c'est la Oui. même film qui fait le Diamox que nous on utilise dans les AVC avec œdème cérébral. Je Mhm. pense que au niveau pour diminuer les coûts, si vous vous approchez ces firmes-là, peut-être qu'ils aideront un petit peu à mettre de l'argent pour essayer d'aider à aider parce que l'ophtalmologue, aller voir l'ophtalmologue et faire tous les bilans, c'est vrai que pour le public tout venant, c'est pas évident. Mais via ces firmes-là que nous, on approche, qu'on utilise en général dans le Diamox, la firme Diamox, on les utilise beaucoup. Donc, ils peuvent vous sponsoriser pour aider aussi dans cette bataille-là. Voilà, bonne fin de réunion. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est très rentable pour eux. Essayez, qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Bonne soirée Merci à Magloire. tous. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci, tout à fait. Bonne soirée, merci. Donc, le traitement est très, très, très bien maîtrisé. Le plus important, le message que je voulais passer, c'est vraiment c'est une maladie qu'il faut détecter, qu'il faut traquer tout le temps. Et parce que c'est une maladie qui se maîtrise très, très bien, qu'on a découvert tôt. Il y a plein de patients qui vivent avec le glaucome et qui voient très bien, qui mènent une vie normale et qui n'ont pas de problème du tout. Mais ben, voilà, quand c'est découvert très tard, ben, on n'a plus beaucoup de possibilités thérapeutiques. Et en matière de traitement, effectivement, il y a aussi l'approche hygiène de vie. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Tout à l'heure, on a parlé d'apnée du sommeil Oui, et on sait le lien avec l'obésité. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est une question qui revient souvent parce qu'il y a beaucoup de patients, du moins glaucomateux, qui sont hyper tendus aussi. Donc, ils ont tendance à comparer, ils disent, eh ben voilà. Il faut savoir que contrairement à l'hypertension artérielle, le glaucome n'est pas très influencé par l'hygiène de vie. Évidemment que une hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, en acide, je l'ai dit tout à l'heure, en acide polyinsaturé, en oméga 3, c'est bon pour le glaucome. Évidemment que une activité sortie régulière, surtout il a été prouvé que le vélo, le jogging et tout ça, c'est des sports qui sont très très bien pour le glaucome. Évidemment une activité, je veux dire, un rythme de sommeil régulier et stable, c'est bien pour le glaucome. Mais l'influence n'est pas aussi important que pour l'hypertension ou l'obésité, par exemple. En d'autres termes, il faut surtout pas oublier de prendre son traitement et pour le glaucome, au lieu de se contenter d'avoir une hygiène de vie, par exemple. Il faut faire les deux, mais surtout le traitement médical. Et pas de contre-indication à des activités physiques ou qui apportent une pression sur la boîte crânienne, par exemple? Non, pas du tout. Justement, on revient à la même chose. C'est parce que beaucoup de gens pensent que ben, quand ils ont mal à la tête, c'est parce qu'ils font de la tension dans l'œil, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. Je parle du glaucome connu le plus fréquent. C'est vrai que dans le glaucome à angle fermé, une activité sportive intense et brève, comme l'haltérophilie par exemple, hein, quoi encore, quelles sont les activités, peuvent avoir un effet néfaste sur le nerf optique. Mais ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut traquer surtout, c'est la tension artérielle diastolique. Quand elle est basse, elle n'est pas bonne du tout pour la perfusion du nerf optique. Ah, ça, c'est un bon point que D'ailleurs, tu mentionnes parce que beaucoup de Ah oui, personnes se oui, plaignent souvent d'hypotension et Ah ouais, je l'ai on dit tout à l'heure, banalise parfois l'hypotension. parmi les facteurs vasculaires de risque du glaucome, j'ai parlé de l'hypotension artérielle, surtout l'hypotension diastolique. L'hypotension diastolique entraîne une hypoperfusion du nerf optique et donc engendre une souffrance supplémentaire du nerf optique. Nous avons des patients, par exemple, qui ont des glaucomes et où nous demandons à faire un holter tensionnel de 24 heures, par exemple. Parce que surtout, c'est des patients qui prennent bien leur traitement et qui ont toujours un glaucome qui évolue. Parce que c'est un élément péjoratif de l'évolution du glaucome. Merci. On Ne va. pas oublier qu'il y a aussi des glaucomes à pression normale. C'est pour ça que ceux qu'on a la tension, ça ne suffit pas. Il y a des patients qui ont une tension qui est étiquetée normale, mais qui ont une glaucome qui évolue. Les glaucomes à pression normale, ça existe. Ça existe. Il y a Emmanuel qui a une question, mais je vais déjà accueillir Oui. Nina qui était montée.
Et ensuite, après Nina, on va passer le micro à Emmanuel. Bonjour Oui. Nina. Oui, bonjour. Allô, Ophélie, Sophie, Yann. Bonjour tout le monde. Mhm. Euh, Est-ce que je peux poser ma question? Oui, 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 oui. oui, Oui, super, vas-y, Nina. super, super, allez-y. Ouais. Ok. En fait, quand je vous suivais pour comment diagnostiquer le glaucome, généralement, quand on se rend, par exemple, pour voir un ophtalmo, moi, par exemple, je me suis déjà fait dire à plusieurs reprises, vous avez la tension dans les yeux, Oui. et puis il m'a sorti un nom de maladie que je ne sais pas, je m'en souviens plus parce que je peux pas voir de loin, j'ai besoin de mes lunettes pour conduire et j'ai besoin d'une autre paire de lunettes pour lire parce que je ne peux pas lire sans Oui, mes oui, lunettes de près. oui, oui. Mais là, à chaque fois, il m'a toujours dit j'ai la tension dans les yeux. Là, je suis inquiète parce que on m'a jamais dit, va par exemple faire un examen sur le glaucome ou whatever, tu sais, c'est juste que il y a pas de solution, juste mettre les lunettes et puis il m'a parlé d'une malformation dans l'œil, tu sais, on dirait que là je suis comme un peu inquiète parce que je me demande est-ce que j'ai quelque chose de grave qu'on n'arrive pas à détecter parce que vous avez tout ce que vous avez dit, Oui. je me suis dit peut-être que c'est important maintenant d'aller demander à me faire, je sais pas moi, à faire un examen plus profond, regarder si c'est pas un glaucome. Je sais pas, Vous qu'est-ce a- que vous oui. conseillez par ça? Non, non, vous avez tout à fait raison. Vous avez des facteurs de risque. Vous êtes myope, premièrement. Je ne sais pas votre degré de myopie, vous êtes myope. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes mélanoderme, je suppose. En plus de ça, vous avez la tension oculaire, puisqu'il vous a dit que vous faites de la tension, si j'ai bien compris. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit que j'ai la tension là. Vous êtes myope, vous êtes mélanoderme, vous faites de la tension oculaire. La tension oculaire qui est le premier facteur de risque du glaucome. Et je ne sais pas si vous avez des antécédents familiaux de glaucome. Donc, vous avez tous les éléments qui demandent un screening, un examen vraiment particulier pour pouvoir, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez tous les éléments qui conduisent à faire un examen beaucoup plus orienté glaucome. Je ne sais Ah, pas ok. si j'ai répondu à votre question, parce que vous avez beaucoup d'éléments qui orientent vers cela. Ok, dans ce cas, pourquoi, en tout cas, Il je faut sais que dans ma savoir que... famille, Oui, la allez-y. majorité, je veux dire comme la majorité, bon, ma mère aimait des lunettes, mais dans la génération, c'est comme la deuxième génération, par exemple, de nos enfants, mes neveux, nièces, whatever, quasiment tout le monde met les lunettes. Mhm. Donc, ce qui fait que, je sais pas moi, C'est souvent ce problème-là que nous avons en consultation, quand nous demandons aux patients, surtout d'origine africaine, est-ce que dans la famille, il ne faut pas demander s'il y a des gens qui font du glaucome, parce que de toute façon, l'accès aux soins est beaucoup plus difficile. Donc il y en a même qui ont le glaucome, qui meurent même, qui ne savent pas. Mais quand vous dites, est-ce qu'il y a des gens qui sont malvoyants, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui sont décédées et qui ne voyaient pas bien, qui avaient perdu la vue, des choses comme ça les interpelle beaucoup plus. Donc c'est pour dire que c'est pas parce que les parents portent des lunettes qu'ils ont ou pas de glaucome. Mais en ce qui vous concerne, vous avez déjà assez d'éléments pour qu'on puisse bien orienter l'examen vers la recherche d'un glaucome. Ça, c'est sûr. ok, Parce merci, que je crois que la quand on coche prochaine les cas, fois, vous avez pas mal de facteurs de risque. ok, je Ça ne veut crois que pas la dire que prochaine ça fois, veut pas dire que vous avez le glaucome, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous gagnerez à faire vraiment un examen approfondi de ce côté-là. On vient de sauver la vue à Nina. Merci pour ta c'est Ça, question. c'est sûr. Et puis rendez-vous demain matin chez l'ophtalmo. yes, Je vais surveiller que tu as pris ton rendez-vous. yes. Ça, Merci c'est sûr. beaucoup, docteur. Je pense Merci que pour ta... Emmanuel avait une question aussi, je pense, non? Oui, exact. Oui, merci, docteur Hugues. En fait, j'avais deux petites questions par Oui, rapport à la cécité oui, à cause du glaucome. À oui. partir de quel âge on pourrait l'observer? La cécité à partir du glaucome. D'accord. On Oui. parle du glaucome. Si nous parlons du glaucome le plus fréquent, qui est le glaucome chronique à Angouvert, il faut savoir qu'après 40 ans, la tension oculaire, de façon statistique, hein, augmente d'un point. Déjà, il faut le savoir. Et la cécité demande, il faut savoir que les mélanodermes font du glaucome trop tôt et c'est souvent beaucoup plus sévère.
Donc, dire à quel âge on a le glaucome, ça dépend à quel âge on a diagnostiqué, à quel âge le glaucome est apparu. J'ai vu des enfants de 7 ans qui ont perdu la vue à cause du glaucome congénital. Il y a des personnes de 45, de 50 ans qui ne peuvent plus conduire parce qu'ils ont un glaucome très sévère. Il y en a. Chez le noir, le glaucome est beaucoup plus agressif et beaucoup plus précoce. C'est pour ça que je vous dis que le noir est un facteur de risque important, à 3 à 4 fois plus de risque de faire un glaucome. Donc, c'est tous ces éléments-là. Dire à quel âge on peut être aveugle, tout dépend du stade diagnostique, tout dépend du degré de gravité du glaucome. Tout dépend. Mais en général, je veux dire, si c'est un glaucome agressif et qu'on n'y fait rien, ça peut aller très vite. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et puis, est-ce que ça peut avoir une origine iatrogène aussi? Oui, au début, je voulais dire on parle plutôt des glaucomes, parce qu'il y en a tellement. Il y a des glaucomes iatrogènes dont le premier élément, c'est la corticothérapie, les cortisones. Nous appelons des glaucomes cortisoniques. Il y a plein de gens qui développent un glaucome après une prise de cortisone pour des raisons X. Des raisons parce que, voilà, en général, ce qui me revient, c'est souvent pour des pathologies pulmonaires, je ne sais pas quoi, des BPCO, de l'asthme. Ils ont pris des cortisones pendant longtemps et puis, voilà, ils développent un glaucome. Et S'il y a les des causes maladies iatrogènes, inflammatoires chroniques les maladies inflammatoires particulières, chroniques, c'est oui, ça. non, non, ça c'est sûr. Il y a des causes iatrogènes au glaucome, ça c'est sûr. Et en Des plus, glaucomes, des comme tu glaucomes le secondaires, il y en mentionnes, a plein. en plus, comme tu le Il y a des mentionnes, glaucomes il y a beaucoup de post-traumatiques, pays, il y a oui. des glaucomes d'origine tumorale, il y a des glaucomes malins, il y a des glaucomes à pression normale, comme j'ai dit, il y en a tellement. Mais les 3 cas de glaucome sont constitués par le glaucome à angle ouvert. Donc, quand on parle de glaucome dans la population, en général, on sous-entend le glaucome à pression, le glaucome à angle ouvert, qui est le glaucome le plus connu et le plus fréquent. Merci, Sophie. Wow, Et toi, le excellent, micro. merci beaucoup. Merci. Oui, et pour ce glaucome-là, le glaucome à angle ouvert, donc celui qui est asymptomatique, Et le plus fréquent, oui. s'il est 3 cas de glaucome, ouais. oui, oui. S'il est détecté suffisamment tôt et que le patient prend bien son traitement, est-ce qu'il est sûr d'échapper à la cécité ou C'est ça peut clair, évoluer c'est quand sûr. même? Non, non, non. Actuellement, à l'état actuel des connaissances, si un glaucome est pris en charge tôt et bien suivi, ben, ce que je dis aux patients, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison ça évolue à la cécité. Non, non. Actuellement, nous avons tellement de moyens thérapeutiques pour pouvoir juguler ça que non, non, non. Mais par contre, il y a des patients, par exemple, chez qui on a un glaucome et puis qui partent en, je sais pas moi, pour des raisons professionnelles, qui partent, je sais pas quoi, en Afghanistan, ce qui me revient, par exemple, un patient militaire qui va en Afghanistan pendant des mois et qui ne se fait plus suivre, qui ne prend plus ses gouttes, par exemple, et qui n'a plus de suivi. Ben, quelquefois, quand il revient, on peut avoir des surprises. Mais, pour répondre à votre question, un glaucome pris en charge tôt et bien suivi, de nos jours, non, non, il n'y a pas de raison. Non, merci. Oui, c'est l'observance. Oui, vas-y, Sophie. Non, merci beaucoup parce que j'imagine que ça va redonner le moral à tous les patients qui s'inquiétaient en entendant que c'était inéluctable. C'est inéluctable si on ne traite pas ou Si on ne traite pas, voilà. Oui, oui, si on ne traite pas. mais Si, on a tous les moyens. nous avons de nos Aujourd'hui, jours en tout cas tous les pour le moyens. glaucome angle ouvert, on a tous les moyens aujourd'hui d'arrêter la maladie. De stopper la maladie. Nous avons tous les moyens. Le plus important, le glaucome, il faut le découvrir. Et pour les autres types de glaucome, donc le quart des glaucomes qui ne sont pas à angle ouvert, Oui. est-ce qu'on a aussi des possibilités de traitement efficaces? Comment Oui, ça se passe? parce que bon, dans ces types de glaucomes, nous avons des glaucomes secondaires. Donc, en fait, le succès, tout dépend du traitement de fond. Je prends l'exemple, par exemple, d'un glaucome voilà, post-uveitique ou même glaucome cortisonique. Bah, tout dépend si on traite la cause ou pas. Mais comme pas du glaucome congénital, par exemple, parce que c'est un glaucome qui me touche assez, qui touche les enfants, c'est un glaucome quand c'est pris en charge tôt aussi, on peut
on peut stopper. C'est même l'un des rares glaucomes, je peux dire, on peut même en guérir si c'est pris en charge tôt, le glaucome congénital. Mais malheureusement, on n'y pense pas souvent. Je dirais même que c'est l'un des rares glaucomes pour moi, je pense qu'on peut m'en guérir parce que si c'est pris en charge tôt, le patient, le petit, l'enfant, il est tranquille à jamais concernant ce glaucome. En ce qui concerne les glaucomes qui auraient un déclenchement soit iatrogène, soit toxique, Ouais. on parlait de C'est pesticides tout à secondaire. l'heure, Oui. est-ce que finalement le simple fait d'écarter ces substances, soit l'arrêt des corticoïdes, soit le fait de ne plus être exposé, suffit à stabiliser ou est-ce qu'il faut de toute manière ajouter un traitement médicamenteux ou une intervention thérapeutique? Très bonne question. Je prends l'exemple du glaucome cortisonique. Avant d'arriver au stade du glaucome, le patient prendrait une hypertonie oculaire d'origine due au cortisone. Donc, quand on est au stade du glaucome, c'est-à-dire, comme dit la définition, une atteinte du nerf optique, il faut soigner ce glaucome comme tel. Peu importe d'origine cortisonique ou pas, puisque c'est un glaucome dont le nerf optique souffre. Donc ce n'est pas le fait d'arrêter la cortisone qui va suffire. Il faudra le traiter comme tel, en plus du traitement de la cause, de l'arrêt de la cortisone. Puisque c'est un glaucome avant tout. Et ça nous amène aussi à dire, puisqu'on parle dépistage, chez les patients avec corticothérapie prolongée, anticiper aussi, lorsqu'on n'a pas d'alternative. En général, on essaie d'éviter, mais il y a des situations ou des pays où les gens n'ont pas accès. On n'a pas le choix. Ouais. C'est ça. Et dans ce contexte-là, anticiper dans le dépistage au bout de quelques semaines de traitement, surtout si on part sur un traitement prolongé, ça peut être une façon de... Oui. La corticothérapie au long cours au niveau des yeux ont deux conséquences qu'il faut vérifier. La cataracte et le glaucome. La cortisone est cataractogène et est hypertonisante. La corticothérapie au long cours, je veux dire. Donc, les médecins le savent. C'est vrai qu'en général, les médecins, quand ils continuent la corticothérapie parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. C'est vrai que quelquefois, ils n'ont pas le choix. Mais il faut savoir que les effets indésirables oculaires tournent autour, en général, de la cataracte et de l'hypertension oculaire. Ce n'est pas parce qu'on fait une hypertonie oculaire cortisonique qu'on a forcément le glaucome, comme je l'ai dit. Mais quelquefois, ça arrive au stade du glaucome, il faut le traiter comme tel. Donc, c'est vraiment un message qu'on va tirer de cette room pour les personnes qui... parce que j'en vois plusieurs sur les médias qui parlent, ils sont sous cortisone depuis 1 an, 2 ans. Donc, c'est important vraiment de penser à ce dépistage-là. Ouais, glaucome au long cours, au niveau des yeux, surtout le cristallin et la tension. Ça, c'est systématique, il faut regarder ça. Au long cours, toujours. Quelle que soit la dose de la corticothérapie. Donc, Et, on a parlé de l'épidémiologie, on a parlé des outils diagnostiques, on a parlé des signes cliniques, on a parlé des traitements. Est-ce que en termes d'innovation dans la matière de glaucome, après je vois qu'il y a Miché qui avait une question, est-ce qu'en termes d'innovation, il y a des choses qui se profilent à l'horizon en matière de glaucome? Ça bouge beaucoup, surtout sur le plan de la pathogénie déjà. L'origine génétique est de plus en plus mise en évidence, hein, ça c'est sûr. C'est évolué beaucoup dans ce domaine-là. Au niveau thérapeutique aussi, et au niveau des moyens d'exploration. Actuellement, nous avons des appareils qui sont qui deviennent même incontournables pour le suivi du glaucome. Je parlais de l'OCT tout à l'heure, qui est la tomographie par cohérence optique, qui est devenue un examen incontournable pour tout glaucomatologue, parce que ça permet de détecter de façon précoce, premièrement, le glaucome, parce que le champ visuel détecte le glaucome quand on a à peu près, je crois, 20 à 30% des filles qui sont atteintes. Pourtant, l'OCT, de façon très précoce, on peut déjà voir des stigmates d'un glaucome débutant. Donc, sur le plan des explorations, ça évolue très vite dans ce domaine-là. Sur le plan thérapeutique aussi, et surtout chirurgical, nous avons actuellement ce qu'on appelle des valves ou des shunts qu'on peut mettre qui permettent En fait, le principe, c'est de maintenir la béance, l'ouverture permanente du trabéculum pour que le drainage puisse se faire de façon permanente. Parce que quelquefois, après l'opération,
Le risque, c'est d'abord, c'est déjà la complication la plus fréquente, c'est qu'il y a une fibrose cicatrisée qui se fait et qui finit par reboucher l'orifice de trabéculectomie qui a été ouvert par la chirurgie. C'est la complication la plus fréquente. Donc maintenant, actuellement, nous avons des valves qu'on peut mettre pour maintenir l'ouverture permanente de ce trabéculum-là. Au niveau des médicaments, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de l'observance du traitement parce que une dame parlait de la sécheresse oculaire. Maintenant, nous utilisons des formes galéniques qui permettent un petit peu de pouvoir diminuer la gêne pour les patients parce que c'est un traitement qu'on prend tous les jours. Donc nous avons c'est basé sur le principe des unidoses, c'est-à-dire que c'est des traitements sans conservateur parce qu'il a été montré que les conservateurs, surtout la chlorure du benzalkonium, était toxique au long cours pour la cornée et la conjonctive. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites sur le plan de la galénie des médicaments, de la chirurgie, de la pathogénie et de l'exploration diagnostique. Donc c'est pour ça que je dis à Sophie tout à l'heure que franchement, de nos jours, un glaucome diagnostiqué très tôt, on a tous les moyens pour l'arrêter. Pas pour guérir, mais pour l'arrêter. Merci. Michel, à toi le micro. Merci. En fait, ma question revenait sur le point d'observance du traitement. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives? Parce qu'on le sait, principalement en Afrique, il existe un sérieux problème avec les produits. Déjà, les produits anti-glaucomateux coûteraient plus cher. C'est vrai. Et puis, les personnes atteintes ont du mal à observer les traitements pendant un long moment. Et ce qui fait que, coûte que coûte, je crois plus de 5 patients sur 10 atteignent le stade de cécité en un temps record. C'est vrai. Et par rapport au traitement, n'y aurait-il pas une alternative autre que le traitement médicamenteux qui pourrait aider les patients à retarder tant soit peu la survenue de cette cécité? Très, très bonne question. J'ai dit tout à l'heure que l'aspect thérapeutique était basé sur les médicaments, les lasers et la chirurgie. C'est vrai que en Afrique, mais pas seulement en Afrique, ici aussi en fonction des métiers, ce qui me revient à l'idée, c'est par exemple les patients j'ai un patient qui est chauffeur routier, avec son boulot, il a de la peine à mettre ses gouttes, quoi. Ça c'est sûr. C'est souvent très difficile. Et donc, dans ces cas-là, je n'hésite pas à faire le laser d'emblée, à shunter en quelque sorte la partie médicale. Parce que pour pouvoir donner plus de chance à l'équilibre de ce glaucome-là. Et c'est vrai que le piège du glaucome, c'est que les patients ont souvent l'impression de mettre des gouttes, surtout quand le diagnostic est précoce. On leur dit de mettre des gouttes, mais pour eux, ils ne voient pas de différence en fait. Parce qu'au fond, ils mettent des gouttes pour éviter une éventuelle cécité, mais pour eux, donc ils sont pas. C'est pour ça que l'éducation du patient est très importante. Il faut qu'ils comprennent l'intérêt de mettre ces gouttes pour ne pas finir avec des cannes. C'est très important. C'est vrai qu'en Afrique, il y a le problème du coût des médicaments. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a de l'accès aux médicaments, c'est vrai que c'est un problème. Ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que pour des cas pareils, je n'hésite pas à faire du laser d'emblée. Et même la chirurgie, pourquoi pas. En fonction du stade du glaucome. En tout cas, dans les préconisations des sociétés savantes, ça fait partie des indications de faire d'emblée du laser ou du traitement pour des patients dont l'accès aux soins est très difficile, parce qu'on a peur de les revoir après en grande blanche, quoi. Ça rejoint la question donc finalement de l'évolution lorsque il y a déjà la cécité, donc c'est complètement irréversible. Et la technologie, est-ce que on peut imaginer que on pourra à un moment donné avoir l'œil, la greffe du nerf optique. Du nerf optique. Les patients me demandent souvent, ouais, c'est vrai, ce serait le top. Mais nous n'en sommes pas là. Ouais, ce serait le top. Ce serait le top. C'est vrai que c'est souvent très difficile pour le médecin et pour le patient de se rendre compte que on a une étape qu'on ne peut pas faire grand-chose, quoi. C'est vrai, c'est difficile.
Mais quand j'entends ce serait le top, ça veut dire qu'il y a il y a des prospections dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Greffe de nerf optique? Oui, Ouais. oui, oui, il y a des recherches là-dessus, mais nous n'en sommes encore loin, hein, c'est sûr. Mais Ah ouais. c'est sûr que je ne perds pas espoir, quoi. Ce serait le top. Mais à vous entendre par rapport à la situation en Afrique et l'accès aux médicaments, docteur, j'ai le goût de poser la question qui fâche un peu. Qu'en est-il de la médecine traditionnelle? Certainement, vous me direz votre expertise n'est pas peut-être là, mais est-ce que c'est quand même une avenue pour les pays africains, justement, où les personnes sont moins nantis? Euh, c'est- ma grand-mère m'a posé cette question il y a 3 semaines quand j'étais au pays. C'est vrai que je sais pas quoi répondre parce que je m'y connais pas en médecine traditionnelle, mais j'ai un profond respect pour la pharmacopée traditionnelle parce que je suis convaincu qu'il y a du bon, parce qu'il y avait bien un moyen de thérapeutique avant d'avoir les médicaments, je veux dire, de l'Occident. Donc je suis convaincu il y a bien des choses intéressantes, mais moi je m'y connais pas. Ça, je peux pas dire ce que je sais pas. Mais je sais bien qu'il y a du bon là-dedans, mais je m'y connais pas, donc je sais pas quoi dire, quoi. Excellent, merci. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'utilisation du cannabis dans la prise en charge des personnes atteintes de glaucome, s'il vous plaît? Parce que je sais qu'il y a même des études qui ont été Oui, faites à l'époque quand je j'étais suis en d'accord. Allemagne, Oui, c'est vrai. Vous donc avez aux raison. Pays-Bas Vous avez et raison. Vous tout. avez raison. C'est un sujet très sensible, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des études qui sont faites là-dessus. Et c'est vrai que c'est- ça baisse la tension, mais ça entraîne beaucoup d'autres choses. Donc, je ne dirais pas, je ne conseille jamais, du moins, je n'ai jamais conseillé à mes patients de prendre du cannabis pour soigner le glaucome, quoi, non. Je, je dirais pas ça, non, pas du tout. C'est encore trop tôt pour être dans l'affirmatif dans ce domaine-là. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, mais pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, en Suisse, il y a quelques études qui sont menées, indépendamment, mais pas en ophtalmo, hein, Oui. et où on commence à avoir des recherches spécifiques par principe actif. Parce Mhm. qu'on a identifié environ 400 principes actifs dans le cannabis. Oui, oui. Et il y a le THC qui est le plus connu, mais il y a aussi le Et CBD, THC, puis il ouais. y en a toute une autre. Et je ne sais pas si dans les études dont on parlait à l'instant, on a pu identifier le principe actif dans le cannabis qui avait un effet positif sur la réduction de la pression intraoculaire. Le principe actif même dans le cannabis qui a été identifié, je suis pas, c'est pas encore tout à fait clair là-dessus, mais je sais que il y a des études qui sont faites par-ci par-là. Vous savez, c'est un domaine où il y a beaucoup d'influence autre que la médecine là-dessus, mais je sais qu'il y a eu des études, j'ai lu dans des publications qui parlaient de l'effet positif du cannabis sur la pression oculaire. De là comment dire, À le prescrire. voilà, c'est ça, non, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est sûr. Même à le recommander tout court, hein. Non, non, je ne le recommanderais pas, non, pas du tout. Je ne veux pas Vous avoir n'êtes l'ordre des pas comme médecins. au Canada Je ne ou veux au pas avoir Québec pour l'instant. l'ordre des médecins au cours, non, pas du tout. Ici au Pas pour Québec, moi. avec Emmanuel, on a des accès privilégiés. Oui, mais et vraiment, quand je parle de ces études aux Pays-Bas, à l'époque, c'était dans les années 80, début des années 2000 déjà qu'ils en parlaient, hein. Vous savez que les Pays-Bas, ils sont très évolués dans ce domaine, hein, pas seulement en Oui. ophtalmologie. Donc, ils sont très avancés. D'accord. C'est vrai. Ça, je pense, c'est culturel, mais c'est vrai qu'ils sont très avancés là, sur ce domaine. Pas seulement dans le domaine du cannabis. Je sais que le cannabis a beaucoup de vertus, hein, pas en cancérologie, en plein de choses. En plein de choses. Mais ouais. Excellent, C'est merci. pour ça que j'évoquais cette notion de distinction des principes actifs. Oui. Parce que c'est apparemment une piste, en tout cas en Suisse, au niveau de Suisse Médic, des autorités Suisse, sanitaires, oui. c'est Oui. une piste qui est acceptable. L'idée de proposer ou recommander quoi que ce soit du cannabis aux gens, il y a une réticence qui semble assez compréhensible. Oui. Mais maintenant qu'on parvient à identifier qu'il y a des principes actifs spécifiques, si on peut les sélectionner, alors dans ces cas-là, on peut en arriver à un autre principe, on peut recommander telle ou telle partie, entre guillemets, du cannabis
pour telle particularité ou pour telle autre. Mm, Mais en tout cas, bon, là, je dis ça, il faudrait éventuellement que j'aille explorer plus avant. J'ai vu 2-3 papiers passer il y a quelques temps, mais ça ouais. ne concernait pas l'ophtalmo, mais j'ai simplement vu qu'il y avait déjà 7 substances qui étaient analysées spécifiquement pour leurs effets thérapeutiques éventuels. Non, en ophtalmo aussi, il y a eu des papiers là-dessus, ça c'est sûr, que j'ai vu passer, surtout en concernant le glaucome. Mais c'est vrai que, comme vous dites, il y a beaucoup de réticences encore dans ce domaine-là. Et je pense, pour moi, que l'idée des principes actifs du cannabis, pour moi, c'est une voie vraiment salutaire. Voilà, c'est pour l'évolution de la pharmacopée médicale future, je pense. Génial. Donc, on a vraiment eu beaucoup d'informations et on va terminer peut-être avec le point crucial aussi quand il y a la cécité ou même avant la cécité, quand il y a baisse de vue, il y a aussi un impact sur la santé mentale. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas parler de ça par rapport à tous ces patients que tu suis avec des problèmes de glaucome et autres. Comment est-ce que la perte de cette aptitude est perçue et comment est-ce qu'ils sont accompagnés? Je parlais de l'éducation des patients. C'est vrai que les conséquences sur le plan de la santé publique sont énormes, hein, sur le plan de leur profession, sur le plan de leur entourage, sur le plan de la qualité de vie. Les conséquences, donc, c'est vraiment une prise en charge globale, vraiment globale. Bon, si tu parles du stade de la cécité, ben dans ce cas, c'est une prise en charge basse vision, hein. C'est d'apprendre les gens à vivre avec leur handicap. Ça, c'est sûr, il n'y a rien d'autre. Mais c'est une prise en charge globale, ça c'est vrai, parce que les conséquences sont énormes dans la vie quotidienne des gens. Je parlais tout à l'heure au début de l'expertise de la conduite automobile. On voit des choses incroyables, quoi, hein. Des gens qui sont obligés d'être reclassés, des gens qui voient leur vie bouleversée parce que ils ne peuvent pas conduire ou on leur interdit de conduire pour exercer leur métier. Donc les conséquences sont énormes, c'est sûr. Merci. Je ne sais pas si Sophie voulait réagir. Après, on va faire un tour de table final et on pourra terminer en beauté. Oui, j'étais en train de me dire que je n'ai aucun patient qui m'a consulté pour ça. Et aucun patient qui m'a parlé de glaucome comme étant un problème dans sa vie. Alors j'ai peut-être eu de la chance, mais voilà, je n'ai jamais connu de patient dont la vue avait baissé à cause du glaucome. Et j'imagine que parmi tous les patients que j'ai eus depuis des années, il y en a beaucoup qui ont un glaucome à angle ouvert, mais ça n'a jamais été un sujet en consultation, en tout cas en psychologie. Et ce que vous dites est tellement vrai que les patients ont souvent tendance même à ne pas... je veux dire, les patients pensent souvent que les gouttes ne font pas partie des médicaments. Donc, je vois, il y a souvent des patients qui omettent de dire à leur médecin traitant, à leur cardiologue, par exemple, qu'ils ont des gouttes à base de bêta-bloquants. Et ils sont surpris quand on leur dit, mais attends, il faut le signaler au cardiologue. Parce que pour eux, ils ont souvent l'impression que c'est pas les mêmes médicaments, quoi. Ou c'est pas les médicaments. Donc, c'est pour dire qu'il y a peut-être des patients qui prennent des gouttes, mais qui ne trouvent pas peut-être nécessaire ou de le signaler, quoi. Oui, et puis comme je suis quelqu'un de très optimiste, je me dis que peut-être les patients observants, ils ont inscrit ça dans leurs habitudes de vie. Ils se mettent des gouttes dans les yeux et puis c'est comme se brosser les dents. Ils font C'est ça clair, tous les c'est jours. sûr. C'est comme ça qu'ils doivent voir les choses. Ça, c'est sûr. Il faut mettre ces gouttes tout le temps. Il faut se faire suivre tout le temps. C'est sûr que c'est, comme vous dites, c'est comme se brosser les dents. Il y en a qui mettent des gouttes près de leur brosse à dents, par exemple, pour se rappeler. Moi, c'est des repères que j'entends souvent. C'est vrai, vous avez raison. Et est-ce que justement il y a certains types de gouttes longue action? Parce que de plus en plus, Oui, c'est tout aussi à des fait. choses qui améliorent l'observance. Exactement. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la galénique tout à l'heure. Actuellement, il y a eu beaucoup de progrès au niveau de l'observance en améliorant la qualité des médicaments, en enlevant les conservateurs,
surtout le chlorure de benzalkonium, pour que les médicaments soient mieux tolérés, en faisant des médicaments à libération prolongée, surtout les bêta-bloquants par exemple, pour éviter de mettre 2 fois par jour, une seule goutte, ça suffit. Il y a beaucoup plus de formes LP actuellement, c'est vrai. Et j'ai oublié de dire qu'il y a beaucoup de colliers en association aussi. Nous avons actuellement des médicaments dans un même médicament, on a des bêta-bloquants, des prostaglandines, pour éviter aux gens d'avoir un flacon au lieu de 2 flacons. Beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer l'observance thérapeutique. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment une belle discussion, conversation et très, très riche. Tu nous as appris beaucoup de choses. Je pense demain matin, je vais aller chez l'ophtalmo. Et beaucoup de personnes aussi. Et on va faire le dernier tour d'étape finale. Michel, si tu veux commencer. Après, on remonte Nina, Turel, Emmanuel, William. Vas-y, Michel. En tout cas, merci beaucoup. C'était très enrichissant, Dr. Jimmy. Espérons vous revoir pour une prochaine fois. Non, Moi, ça particulièrement. Ça serait un plaisir. Oui, il y a Particulièrement la le question glaucome. de cataracte, effectivement, qui sera aussi super dans quelques semaines, dans quelques mois, que le Oui. docteur Jimmy pourra nous en parler. Donc, il pourra nous en parler. C'est vrai que moi, j'étais très sensible à la question du glaucome. Je m'occupe beaucoup de ça parce que ben, j'ai des parents, j'ai des gens de la famille qui ont été touchés. Donc, c'est un domaine qui me passionnait depuis mon internat, en fait. Donc, c'est toujours un plaisir d'en parler. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est une maladie insidieuse qu'il faut traquer, surtout si on a des facteurs de risque. Parce que ça se maîtrise très bien quand c'est pris en charge tôt. C'est le message qu'il faut passer. Merci beaucoup. Merci. À toi le micro, Nina, pour ton mot de la fin ou une ultime question. Oui, en même temps, merci beaucoup parce que ça m'a éclairé aussi. C'est sûr que ça m'a inquiété aussi en même temps. Donc, ce qui fait que un examen s'impose juste pour voir. Mais en fait, le médecin n'avait pas parlé de myopie, il avait parlé de autre chose parce que, en fait, ma rétine tire les lettres. Donc, c'est quand je vois double, en fait. C'est un peu ça. Et, Ah, c'était pas l'attention, je vois, c'était autre chose. Ouais, d'accord, ok. oui, c'est pas la myopie. Il avait dit que en fait, on me présentait les lettres, je les vois étirées. Quand j'ai pas mes lunettes, je les vois étirées. Donc, C'est l'astigmatisme, peut-être. oui, c'est ça qu'il avait C'est dit. ça, ouais, c'est Donc, l'astigmatisme, j'ai ouais. imposé les doubles foyers. Bon, ben, on va pas me voir avec Mais double foyer en même temps. l'astigmatisme peut être myopique aussi. Ah, ok. Ben, de toutes les façons, ça m'inquiète plus que tout. Il va falloir que je prenne un rendez-vous pour qu'on aille essayer tout ça là. Et aussi, en même temps, je voulais poser une question. C'est, Oui, oui, parlant du glaucome, quand on arrive au stade de l'opération, oui, est-ce que ça se peut que, je veux dire que la personne continue toujours, tu sais, c'est comme que l'opération ne vient pas solutionner oui, le problème au point oui, où oui, la oui. personne, ça va quand même dans la cécité. Est-ce que Oui, c'est quelque oui, chose qui est oui, oui, possible? oui. Oui, comme en médecine en général, il peut arriver que malgré tout ce qu'on a fait, que la maladie continue à évoluer. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que la chirurgie, comme j'ai dit tout à l'heure, quelquefois, la chirurgie à un moment, après 2, 3 ans, ne marche plus parce que il y a une fibrose qui s'est passée, qui a été, qui a été, qui a été présente et qui a rebouché un petit peu le trabéculum. Donc le glaucome continue à évoluer, demandant peut-être une deuxième chirurgie ou demandant un autre traitement supplémentaire. Mais on a un panel thérapeutique actuellement tellement important on a en général une solution. Mais bon, c'est la médecine, donc il arrive des cas où, ben, malgré tout ce qu'on a fait, qu'on soit obligé que la maladie continue à évoluer. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, ça c'est sûr. Ça peut arriver. Merci beaucoup pour vos Ça peut conseils. arriver. On va prendre soin de nos yeux d'abord. Merci beaucoup. C'est important. Merci, Nina. Et on va passer le micro à Turel. Bonsoir à tous. Merci, docteur Jimmy, pour toutes les explications. Vraiment, le sujet me passionnait
parce que voilà, j'ai ma maman qui est glaucomateuse et je pense qu'elle est une personne à risque en étant Mhm. myope. Voilà, c'est un sujet qui m'intéressait. Donc, grand C'est merci. c'est clair. C'était Vous c'était vraiment délicieux. vous avez 4 facteurs de risque innés. Antécédents familiaux de premier degré, mélanoderme, myope, et l'âge, je ne sais pas quel âge vous avez. Donc, vous avez déjà ces facteurs innés, sans compter les facteurs non innés que je ne sais pas, hein, vasculaires et tout ça, peut-être, ou environnementaux, mais vous avez déjà des facteurs assez suffisants pour pouvoir essayer de regarder ça. Et docteur, c'est pour ça que je pars une fois chez l'ophtalmologue par an pour un examen Ah, ophtalmologique. voilà le bon exemple. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Surtout dans votre cas qui avait des facteurs de risque. Donc vous êtes conscient vraiment de votre situation. Non, non, c'est très clair. En plus, la myopie, je ne sais pas quel degré de myopie vous avez, la myopie en elle-même déjà a des conséquences. Si c'est une myopie forte au niveau de la rétine et tout ça, donc vous avez beaucoup de raisons pour voir un ophtalmo de façon annuelle, ça c'est sûr. Merci, docteur. Docteur, moi j'avais une question par rapport à votre deuxième casquette. L'expertise, Ça, oui. Mhm. à quoi ça consiste généralement, globalement? Je suis expert médical auprès souvent des assurances et judiciaires, mais je fais beaucoup plus des assurances. Ça consiste en quoi? Ça consiste quand il y a un litige d'indemnisation de préjudice, hein, concernant un patient, par rapport à son assurance, par rapport à une pathologie, par rapport... Concernant l'ophtalmo, hein, je ne fais pas l'orthopédie ni, je ne sais pas moi, la diabéto, hein, non. Concernant l'ophtalmo, ben, je peux être sollicité pour pouvoir donner mon avis pour mieux préciser l'indemnisation de la victime. Et je peux être aussi consulté en tant que sapiteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que veut dire sapiteur. Non, 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 malheureusement, Non, docteur, je ne sais non. pas. Sapiteur, c'est-à-dire que imaginez par exemple qu'il y a un expert, je sais pas moi, orthopédique qui a été commis pour faire un boulot, et puis dans son travail, il a besoin d'une lumière ophtalmo, d'un avis ophtalmo pour un patient donné. Là, il peut solliciter un expert en ophtalmo pour qu'il donne son avis, pour pouvoir compléter son expertise. Ça veut dire quoi? C'est du multidisciplinaire ou de l'interdisciplinaire? Oui, imagine un expert qui a été commis par exemple, pour un accident de la voie publique et il se rend compte que le patient, lors de cet accident, par exemple, le patient dit que c'est à cause de cet accident que sa vue a baissé, par exemple. Ben, il faut bien, et comme il n'est pas ophtalmo, il faut bien qu'il sollicite l'avis d'un expert ophtalmo pour qu'il lui dise si effectivement il y a un lien de causalité entre cette baisse de la vue et cet accident de la circulation, par exemple. Ah, ok, ok, je vois clairement. Voilà. Donc, on peut être sollicité en tant que sapiteur pour pouvoir compléter l'expert d'un autre spécialiste. Oui. Et vice-versa aussi, hein. Ah, et docteur, vous avez beaucoup de cas, on vous sollicite beaucoup pour ce genre de travail. Quoi? De sapiteur ou d'expert? Euh, D'experts en ophtalmologie, est-ce que vous avez beaucoup de cas? Genre, Auprès est-ce que des, vous avez beaucoup sollicité auprès des assurances, oui, oui, bon, c'est pas ma consultation habituelle, oui, tout à fait, tout à fait. Les assurances me sollicitent depuis le début de l'année, déjà j'en ai deux, par exemple. Ok, grand merci docteur et merci encore. Vraiment avec plaisir. Tu viens d'inspirer une autre seconde carrière à Turel. Merci beaucoup, Turel, pour tes questions pertinentes. On va remonter avec Emmanuel. Oui, vraiment, merci beaucoup, docteur Jimmy. On a vraiment, en fait, moi, j'ai beaucoup appris et j'ai envie d'en parler vraiment aussi autour de moi là par rapport à la mesure de prévention qui consiste à se faire dépister ou à se faire traquer des glaucomes. Merci, c'était très éducatif et très enrichissant. Merci beaucoup. Honnêtement, c'était ça le but, quoi, pour que les gens prennent conscience quand même
de ce truc, de cette maladie qui est surtout insidieuse. On dit souvent que quand ça fait mal, c'est facile puisqu'on va consulter. Mais tout ce qui fait pas mal, c'est souvent les plus dangereux, ce sont les pièges. Effectivement, effectivement. Mhm. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. William, your last word, ton mot de la fin. Eh bien, déjà, merci pour cette room. C'est toujours très édifiant. Hein, c'est un bon rafraîchissement, en tout cas pour moi, très, très égoïstement. Mais ça me rend aussi attentif pour 2-3 personnes autour de moi. Enfin, ceci étant dit, en ce qui me concerne, je suis leucoderme. Je n'ai pas d'antécédents connus, j'ai pas d'antécédents familiaux, mais je viens de passer mes 50 ans il y a quelques jours. Et une chose est sûre, je vais faire un peu comme Dr. Prenne, et je suis à peu près certain que dans le mois qui vient, j'aurai pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Youpi! C'est une très très bonne, c'est une très bonne chose. De toute façon, glaucome ou pas, à Oui, cet âge-là, j'ai bien faut, retenu ça. ouais, Ça m'a fait un bon refresh en me disant, oh là là, mon coco. il faut Écoute, voilà, c'est idiot, il faut faire le tour des choses. C'est Ouais, sûr. À cet âge-là, c'est comme la prostate, c'est comme la colo, c'est comme toute chose. À cet âge-là, il faut faire le tour. Donc voilà, merci pour ça. Ok. On se partagera nos comptes rendus, William. Moi seulement s'il est bon. S'il est mauvais, je dis rien. C'est clair, c'est clair. Merci. Sophie, à toi. Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je crois que tous nos auditeurs ont compris comme nous que c'est important de faire surveiller sa vue, surtout quand on a des facteurs de risque. Et puis j'imagine que les personnes qui ont un glaucome et qui nous écoutent, eh bien, certaines peuvent peut-être être un petit peu plus inquiètes, mais je vais dire tant mieux parce qu'elles seront plus attentives. Et puis d'autres pourront être au contraire rassurées de savoir qu'aujourd'hui on a beaucoup de traitements qui marchent bien, qui ont moins d'effets secondaires qu'avant, grâce aux unidoses. Et que ça vaut vraiment la peine de se faire dépister et de se faire traiter. Merci. Vraiment, vous avez tout dit. C'est notre sage du Club Café Santé, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Ophélie, à toi le micro. Merci, Docteur Pré. Donc, merci beaucoup aussi, Docteur, pour tout ce que vous nous avez enseigné ce soir. Et c'est vrai que le côté prévention, ça me choque un petit peu en soi, qu'à chaque fois qu'on met en avant une maladie, il y a toujours le côté prévention qui manque un petit peu à l'appel, et même pas un petit peu, tout le temps à l'appel. Donc c'est là où on se dit que les réseaux sociaux ont quand même cette capacité-là. Et puis nous sommes ce soir même sur Clubhouse pour véhiculer des messages. Et donc, merci pour le temps que vous avez pu nous donner aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Si vraiment j'ai pu vraiment réveiller ce côté-là, vraiment, c'est vraiment mon but est atteint. De vraiment traquer. Eh bien, écoutez, en plus, cette room sera en replay, donc ça va encore continuer d'impacter les gens. Voilà. Et quand on goûte à Clubhouse et au Café Santé, on ne vous lâche plus. Donc, notre expert ophtalmo, vraiment, avec plaisir. Avec Prévost. Joli jeu de mots, Docteur Pré, hein, quand on goûte, en parlant de goutte. Oui, exactement. Donc, on sera heureux d'avoir une prochaine édition. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Café Santé, on se réunit 2 fois par semaine et bientôt une 3e fois aussi, selon certaines semaines. Donc, on va vous donner juste quelques rooms à venir. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une discussion sur tout ce qui concerne la recherche au niveau de la rédaction d'articles. Donc, c'est la suite des ateliers qu'on a eu à faire régulièrement. Donc, ça sera le mercredi 9 février. Sinon, après samedi, on va parler d'anémie, carence martiale. Et puis, ça, c'est le samedi 12 février. Ensuite, le lundi, je crois que c'est le 13, hein, Ophélie, ou le 14, qu'on va faire la room sur les médias sociaux. Donc, le 14, donc les réseaux sociaux 14. dans la santé. Si vous voulez, en tant que professionnel de santé, en savoir un petit peu plus, ce sera l'occasion justement
que je vous dise un petit peu ce qui se passe, comme Doctapré, notre star de TikTok, qui a presque 60 000 personnes qui le suivent et qui écoutent ce qui est dit en termes de prévention santé, justement, et puis d'autres réseaux sociaux. Ce sera une room ouverte pour un premier temps. Excellent. Donc voilà, ceux qui ne sont pas abonnés au club, j'ai mis le lien au-dessus de nos têtes. Et puis pour tout le monde qui était présent, un grand merci. On est vraiment très honoreux de savoir que on peut faire une différence. Merci encore, chers collègues et amis, docteur Jimmy. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce bon moment. À samedi prochain, je vous suivrai le plus souvent. Merci à tous. Merci encore. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne Profitez soirée. bien, allez Au marcher. revoir. Il fait À froid. très bientôt. Oui, C'est bon, ça fait du bien. À bientôt. exactement. À Merci. bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de noter, j'ai oublié de le dire, le 6 mars, c'est le 1 an du Club Café Santé. Donc, il y aura Ah, une d'accord. grosse fête pour ce premier anniversaire. D'accord. Wow. Bye bye. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci.